Bonsoir. Nous allons consacrer plusieurs numéros du dessous des cartes à l'Asie centrale, car de multiples enjeux se croisent dans cette région, enclavée entre Russie, Chine et Moyen-Orient. Géographiquement, l'Asie centrale s'étend de la mer Caspienne à l'ouest à la Mongolie à l'est. C'est un espace de quelques 4 millions de kilomètres carrés, soit 8 fois la France, et qui correspond à ce qui fut longtemps connu sous le nom de Turkestan, c'est-à-dire l'espace historique des peuples turcs. C'est une zone de steppe et de désert, bordée au sud par les chaînes du Pamir et du l'Hindu-Kush. C'est là que passaient les routes de la soie, ouvertes près de 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui reliaient l'Europe à la Chine en passant par la Méditerranée. Alors plusieurs influences ont prévalu dans la région grecque, turco-mongole, perse, arabe, mais c'est la colonisation russe puis soviétique qui a forgé son visage actuel. La fin de l'Union soviétique en 1991 a donné naissance à 5 États. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Ce sont ces 5 républiques qu'on a pris l'habitude de désigner sous le nom d'Asie centrale. On trouve du nord au sud le Kazakhstan, c'est le plus grand État de la région, avec près de 3 millions de kilomètres carrés pour 15 millions d'habitants. La capitale, Almaty, a été remplacée en 1998 par Astana, qui est plus centrale. On trouve l'Ouzbékistan, à 450 000 kilomètres carrés pour 26 millions d'habitants, capitale Tachkent. Plus au sud, le Turkménistan, près de 500 000 kilomètres carrés, mais seulement 5 millions d'habitants, capitale Ashkhabad. Plus à l'est, le Tadjikistan, 143 000 kilomètres carrés pour un peu plus de 6 millions d'habitants, avec Douchanbé pour capitale, et puis le Kirghizistan, 200 000 kilomètres carrés pour 5 millions d'habitants, capitale Bishkek. Voilà, c'est donc une région de passage, donc de grande diversité de peuplement. Des peuples turcophones, kazakhs, kirghizes, ouzbeks, turkmènes, et un peuple persanophone, les Tadjiks. Tous sont de tradition musulmane et l'islam joue un rôle fortement identitaire dans la région, surtout après 70 ans de régime communiste. Et cette diversité ethnique a été encore renforcée par la colonisation russe, puis l'installation forcée d'Allemands, de Tchétchènes, de Tatars, de Coréens, imposée par le régime soviétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chaque État d'Asie centrale, vivent de nombreuses minorités, d'autant plus que les frontières de ces États sont aberrantes. Elles ont été tracées à des fins politiques par Staline entre 1924 et 1936. Par exemple, les Ouzbeks forment 17% de la population du Tadjikistan, 14% de la population du Kirghizistan, 9% au Turkménistan et 2% au Kazakhstan. Et les Kazakhs sont aujourd'hui tout juste majoritaires dans leur propre pays, alors que les Russes comptent pour 30% de la population du Kazakhstan. Ce qui fait qu'au moment des indépendances de 1991, ces peuples ont dû aller chercher leur identité et même une légitimité nationale dans une histoire pré-soviétique. La symbolique des drapeaux est révélatrice. Par exemple, avec un soleil et l'aigle de la steppe, le drapeau du Kazakhstan indique la volonté des ancêtres kazakhs de ne pas se fédérer avec les autres tribus turcophones. Le drapeau kirghize, avec un soleil croisant le sommet en bois de la yourte, réhabilite la yourte comme élément national. Sur celui du Turkménistan, les motifs de tapis évoquent les 5 principales tribus du pays et le vert fait référence à l'islam. Ou bien encore, en reprenant les couleurs de l'Iran, le drapeau du Tadjikistan affiche l'attachement des Tadjiks à la culture persane dont ils partagent la langue. Le problème, c'est que ici, construction nationale ne rime pas du tout avec démocratisation. Ces États d'Asie centrale ont gardé les normes et les réflexes soviétiques. Des régimes autoritaires se sont mis en place, les idéologies nationalistes se sont substituées au communisme. Les élites au pouvoir sont les mêmes qu'à l'époque soviétique. Elles gardent le pouvoir économique et les avantages fournis par la richesse même de ces pays. Car la plupart sont riches en hydrocarbures. Pétrole offshore en mer Caspienne,
notamment les gisements kazakhs de Tengiz et Kashagan. Gaz en Ouzbékistan et Turkménistan, qui détiendraient les 5e réserves mondiales de gaz. Le problème, c'est l'évacuation de ces hydrocarbures. On voit bien sur la carte, aucun État d'Asie centrale n'a accès à une mer libre. Donc, l'environnement proche ou lointain joue un rôle important pour ces États d'Asie centrale. D'abord, évidemment, il y a la Russie, qui est l'ancienne puissance coloniale. Elle reste très influente en Asie centrale. C'est toujours par elle que transite le pétrole kazakh, avec en 2001 la construction d'un oléoduc entre Tengiz et Novorossiysk, et la signature en 2002 d'un accord sur 15 ans pour le transit du pétrole kazakh à travers le territoire russe. En septembre 2005, Gazprom, qui est la compagnie gazière russe, a obtenu le contrôle du transit du gaz du Turkménistan via l'Ouzbékistan. La Russie a également conservé son centre spatial à Baïkonour, au Kazakhstan, des bases militaires au Tadjikistan et, depuis 2003, au Kirghizstan. Et en novembre 2005, Tachkent a signé un traité d'alliance avec Moscou, marquant ainsi un retournement d'alliance, c'est-à-dire la fin de la coopération entre l'Ouzbékistan et les États-Unis. Alors justement, deuxième acteur, l'acteur américain. Les compagnies pétrolières américaines s'intéressent elles aussi aux hydrocarbures de la Caspienne et aux moyens de les évacuer, mais en contournant l'Iran. Elles participent à la construction d'un oléoduc depuis la Caspienne via la Turquie pour exporter le pétrole azéri. Elles cherchent également à faire transiter le pétrole kazakh par tanker sur la Caspienne et le gaz turkmène par l'ouest de l'Afghanistan, puis le Baloutchistan, jusqu'au port de Gwadar. Mais il y a aussi une volonté stratégique américaine, réduire l'influence de Moscou dans la région. Les attentats du 11 septembre 2001 ont fourni évidemment une bonne opportunité pour négocier un déploiement militaire en Ouzbékistan, sur la base de Khanabad, et à Manas, au Kirghizstan, pour soutenir le déploiement américain en Afghanistan. Or, cette présence militaire américaine est maintenant remise en cause par l'Ouzbékistan, par la Russie, bien sûr, mais aussi par la Chine. Donc, la Chine, c'est notre troisième grand acteur de la région. Elle est frontalière du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan. Les commerçants chinois sont de plus en plus nombreux à Almaty ou Bishkek. Une route a été construite entre Krog et Kashgar pour relier le Tadjikistan et la province chinoise du Xinjiang. Et Pékin a surtout deux préoccupations. D'abord, la présence de mouvements islamistes dans la région. Au Xinjiang vivent des populations turcophones, musulmanes, les Ouïghours et les Kazakhs, qui voudraient obtenir plus d'autonomie au sein de l'État chinois. Et puis, il y a le pétrole kazakh qui intéresse Pékin pour répondre évidemment à la demande croissante en énergie. Un oléoduc a été construit en 2005 entre le centre du Kazakhstan et le Xinjiang chinois. Un gazoduc est en projet via le territoire kazakh pour importer le gaz kazakh et turkmène. La compagnie pétrolière chinoise CNPC a racheté à l'automne 2005 la compagnie Petro-Kazakh qui possède la plus grande raffinerie du pays à Chimkent. Évidemment, ce n'est pas du goût de Moscou, car cela concurrence le monopole russe sur l'exportation du gaz d'Asie centrale. Alors, est-ce que l'Asie centrale est au centre, à nouveau, d'un grand jeu d'influence entre les grandes puissances? En fait, la fin de la présence américaine en Ouzbékistan est liée au massacre d'Andijan, où plus d'1 millier de manifestants ont été massacrés en 2005 par la police du régime ouzbek. Washington a demandé une commission d'enquête internationale et les autorités de Tachkent ont immédiatement pris leur distance avec la politique américaine, craignant que les États-Unis n'encouragent une révolution de velours, comme en Ukraine, en Géorgie ou au Kirghizstan. Alors après 15 ans d'indépendance, les pouvoirs autoritaires d'Asie centrale se donnent beaucoup de mal pour mettre à l'écart toute société civile, voire comme au Turkménistan, à réduire peu à peu l'accès à l'éducation, pour favoriser l'abrutissement de la population. Sur cette région du monde, vous pouvez lire utilement Asie centrale, la dérive autoritaire de Marlène Laruelle et Sébastien Pérouse chez Autrement, ou bien Asie centrale, le nouveau grand jeu de Patrick Karam chez L'Harmattan,
pouvez lire un ouvrage en langue allemande, l'Asie centrale du XIIIe au XXe siècle, Histoire et société, de Fragner et Capeller chez Promédia. Et puis le livre d'Éric Orsena, Voyage au pays du coton. L'un des chapitres se passe en Ouzbékistan et c'est édité chez Fayard.